Ça va aller, t'inquiète pas. Bonjour, alors on va essayer de faire ça en 25 minutes pour garder 15 minutes pour les questions. Donc moi je suis psychologue sur la maison d'enfants, une maison d'enfants à Toulouse, la maison d'enfants L'Eau-Vive, voilà, et thérapeute familiale formée chez Trapenier et en formation continue avec Serge Esco depuis 2009, Éric Trapenier et Serge Esco depuis que je suis à L'Eau-Vive, voilà. Et je laisse ma collègue se présenter. Moi, je suis éducatrice spécialisée au sein de la maison d'enfants L'Eau-Vive depuis maintenant une dizaine d'années. Donc on va vous présenter notre dispositif d'intervention sur l'AMEX. J'emploie le mot dispositif parce que c'est le mot qu'a utilisé Serge Esco ce matin. Et effectivement, comme c'est aussi lui qui nous a aidé à mettre en place cette intervention, je pense que c'est ce qui fait qu'on travaille aujourd'hui comme ça avec les familles. L'idée, c'est de présenter le travail avec les familles en MEX comme un levier face à l'aide contrainte, mais aussi face aux conflits de loyauté que les enfants peuvent rencontrer lorsqu'ils sont placés, sur les souffrances qu'ils peuvent présenter. Et c'est vrai qu'on se rend compte depuis qu'on a mis en place ce dispositif que plus on travaille avec les familles, et mieux les enfants vont dans leur placement. Et c'est pas forcément pour autant qu'on va dans le sens d'un retour à domicile, parce qu'il y a des fois, c'est pas possible. Donc moi j'ai été embauchée en 2011 par la directrice qui vient de partir d'ailleurs, spécifiquement pour mettre en place ce travail avec les familles. Donc je suis arrivée avec mon diplôme de thérapeute familiale, toute contente, on va mettre en place les entretiens familiaux, c'est chouette, donc je commence avec les parents et les enfants, toute seule. Et puis je me rends compte très vite au bout de 2-3 entretiens que ça fonctionne pas très bien, parce qu'en fait il manque quelqu'un dans ces espaces, c'est les éducateurs référents des enfants. C'est-à-dire que les éducateurs référents, c'est ceux qui sont garants de ce qu'ils vivent avec l'enfant dans le quotidien, et puis c'est ceux aussi qui sont amenés à être les rivaux des parents. Donc on a mis en place des entretiens familiaux avec les éducateurs référents qui n'étaient pas formés à l'époque au travail avec les familles. C'est ce qui a permis aussi de faire émerger d'ailleurs un besoin de formation. Et du coup, ils sont eux-mêmes aussi en formation continue depuis quasiment 6 ans maintenant. Donc le protocole qu'on a nous sur l'AMEX L'Eau-Vive, le travail avec les familles, il se fait sur 4 axes. Le premier axe, c'est la commission d'admission. Donc effectivement, tout comme nos collègues de la Sauvegarde 31, c'est la première rencontre la plus importante. Le deuxième axe de travail se fait sur le travail du quotidien des éducateurs, dans le lien avec les parents. Donc ça, c'est ma collègue qui en parlera le mieux. Et ensuite, on a 2 autres aspects qui sont ce qu'on appelle les points projets. Donc des points faits par le chef de service et l'éducateur référent avec les parents, avec l'ASE et avec les enfants. Et le 4e espace, ce sont les entretiens familiaux à visée de changement, et là qui sont menés par moi-même et par l'éducateur référent de l'enfant, où effectivement on va travailler des problématiques un peu plus spécifiques. Donc là on vous présente quelque chose de vraiment empirique. Il y a la loi qui nous oblige à travailler avec les familles, mais on s'est aussi dit qu'à un moment donné, le placement n'apportait pas toujours du bénéfice à l'enfant. C'est-à-dire que les troubles du comportement ou les souffrances qui étaient présentes avant le placement étaient parfois exacerbées même par le placement. C'est-à-dire que quand on a des enfants qui présentent des attachements sécures, on avait à peu près un placement qui pouvait se passer bien, mais la plupart des enfants qui arrivent en MEX sont souvent dans des cadres d'attachement insécures. Et effectivement, le fait de ne pas être en présence du parent, même si le parent est considéré comme négligent ou maltraitant, vient renforcer chez l'enfant soit quelque chose du côté de l'abandon, soit quelque chose du côté de « je ne suis pas un objet capable d'être aimé par mon parent ». Et donc, le fait de pouvoir travailler avec les familles, ça permet de prémunir et de protéger l'enfant de ça également. Donc, quand ils arrivent, les enfants sont rarement au clair avec les motifs du placement. On a beau les expliquer, l'ASE les expliquer au préalable, c'est expliqué lors de la commission d'admission, mais les enfants ne peuvent pas entendre ou ne veulent pas entendre qu'effectivement il y a quelque chose d'un impossible pour leurs parents à s'occuper d'eux. Moi j'ai l'exemple en tête d'une petite fille de 9 ans qui est arrivée chez nous, commission d'admission très explicite avec un papa en prison, c'est une enfant parloir qui a été conçue entre une maman qui a elle-même fait de la prison pour des actes d'attouchement et un papa condamné pour 14 ans pour pédophilie sur ses propres enfants. Le papa a été amené à sortir de prison dans les mois qui viennent avec un bracelet électronique.
Et depuis que le papa était amené à sortir, la maman n'adhérait plus à la mesure d'AEMO en place à ce moment-là. Donc il y avait de grandes craintes pour qu'à la sortie du papa, il y ait effectivement un danger important pour la petite. Donc tous ces faits-là sont expliqués, les termes de pédophilie sont utilisés dans l'ordonnance de placement. Tout ça est donné à la petite lors de la commission d'admission, expliqué à la maman. Bon, la maman s'en défend en disant « mais non, je vais protéger ma fille, tout va aller bien ». À la sortie de la commission d'admission, la première chose qu'elle fait, c'est de passer le papa au téléphone à la directrice en lui demandant « est-ce que vous pouvez faire une attestation comme quoi ma fille va être placée, comme ça on est sûr qu'il va pouvoir sortir ». La petite assiste à tout ça, mais présente toujours autant de troubles pendant le placement, c'est-à-dire beaucoup de mutisme, une non-adhésion. Alors j'ai rigolé au mot adhésion de mon collègue tout à l'heure parce que c'est un mot qu'on utilise malheureusement beaucoup chez nous. Une non-adhésion, des relations compliquées avec les éducateurs, et puis toujours cette question autour de l'incompréhension de pourquoi je suis placée. Donc on a mis en place des entretiens familiaux à visée de changement parce que malgré le fait que ça puisse lui expliquer dans le quotidien par l'éducateur référent, que ça puisse lui être expliqué par le chef de service avec l'ordonnance de placement, la petite ne pouvait pas comprendre, ne pouvait pas entendre que sa maman n'était pas en capacité de la protéger. Donc on fait un entretien familial avec ma collègue, moi-même, et donc la petite fille et la maman, et on relit l'ordonnance de placement en présence de la mère. Et là on demande à la maman de valider à chaque fois ce qu'elle comprend, elle, de l'ordonnance de placement, et de nous expliquer ce qu'elle comprend du mot pédophilie. Donc la mère, très au clair, explique effectivement que la pédophilie, c'est un acte qui est répréhensible par la justice, etc. etc. Et elle justifie elle-même, en fait, devant sa fille, le pourquoi elle n'est pas capable de la protéger, puisqu'elle dit, là, actuellement, je vis avec le papa, et qu'effectivement, vu que vous avez ma fille et que vous ne me garantissez pas que vous allez me la rendre, et que je ne peux pas vivre seule, je préfère rester avec ce monsieur et que vous gardiez ma fille. Alors, présenté comme ça peut paraître un peu brutal, mais ce qui est vrai, c'est que dans les postures qu'on présente sur la maison d'enfants, à travers toutes les formations qu'on a eues, on a une manière d'aborder les parents sur une posture de non-jugement. C'est-à-dire que cette maman ne peut pas s'occuper de sa fille, elle ne peut pas se départir de vivre sans ce monsieur. Ça lui appartient et on ne la juge pas pour ça. Elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle est. C'est ce qu'on a pu apprendre avec Serge Escos sur la question de l'empêchement à être parent aussi. C'est-à-dire qu'on ne considère pas que cette maman est toxique ou nocive pour sa fille, mais juste qu'elle est empêchée dans sa parentalité. Effectivement, là où on va parler de posture, on va parler d'alliance au sens systémique avec la famille et non de posture bienveillante ou d'empathie ou de neutralité bienveillante. C'est-à-dire qu'on va parler d'alliance au sens où on va chercher avec la famille à créer un espace de travail où on va miser sur la capacité de la famille à trouver ou à proposer elle-même les solutions pour résoudre son problème, à savoir le placement de l'enfant. Dans cette situation-là, la maman n'était pas en capacité de proposer une solution puisqu'elle était prise et prisonnière elle-même de sa situation. Donc effectivement, on se retrouve dans un travail, dans un contexte d'aide contrainte, puisque la famille est soumise au travail avec nous. Donc je vous invite pour ça à écouter M. Guillardi demain sur son intervention, il en parlera mieux que nous. Voilà, et donc nos questions, ou les questions que l'on se pose dans le quotidien, c'est comment permettre aux enfants d'être plus sereins dans la séparation et prévenir le conflit de loyauté inhérent au placement. Comment aider les parents à pouvoir répondre au mieux aux besoins des enfants. Alors moi j'ai mis comment obtenir leur adhésion. Je l'ai barré parce que mon collègue a raison, on obtient difficilement les adhésions. Mais c'est comment permettre de réduire les durées de placement, favoriser le retour à domicile, permettre à certains de ces enfants de ne pas s'installer dans la pathologie que le placement en MEX peut amener. Parce qu'effectivement, des enfants qui souffrent de troubles de l'attachement, placés en MEX, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, se voient amplifiés dans certains leur comportement, sachant que le collectif, c'est quelque chose qui est très compliqué pour les enfants. C'est-à-dire que certes, le placement en famille d'accueil n'est pas toujours possible, il y a des familles d'accueil qui ne fonctionnent pas forcément très bien non plus, mais il faut vraiment que vous ayez en tête, pour ceux qui travaillent dans les services de l'ASE, que le placement en MEX et en collectif, c'est quelque chose de très compliqué pour les enfants. Et c'est pour ça qu'on est assez satisfait que toutes ces mesures d'alternative au placement se créent enfin dans le secteur de Haute-Garonne, qu'elles existent depuis 2 ans. La Haute-Garonne, on est un peu en retard sur certains départements, on va se le dire. Qu'on est content d'avoir des collègues qui ont des services de PREF qui permettent justement de prévenir ce genre de placement, des collègues qui travaillent en AMO de manière à faire avec les compétences parentales pour éviter que les enfants arrivent en MEX, parce que la MEX, c'est quand même pas la panacée pour les enfants. Alors certes, on présente un cadre quand même sympa, avec des locaux sympas, des éducs super sympas, qui bossent bien et tout, mais c'est quand même pas l'idéal pour les enfants. Donc, c'est l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire qui va travailler. Donc, ce que je disais tout à l'heure, le premier plan, c'est la commission d'admission,
On va faire une première tentative d'approche de décalage du paradoxe de l'aide contrainte. On va demander à la famille de nous exposer ce qu'elle attend de nous. Alors très souvent les parents disent pas grand chose parce qu'on ne sait pas encore comment vous travaillez, mais nous ce qu'on aimerait dans l'idéal c'est que les enfants soient pas chez vous quoi. Okay. Donc comment on peut faire pour travailler ensemble dans ce sens-là? C'est alors mener des entretiens officiels, mais c'est d'abord mener le travail du quotidien. Et donc là-dessus, je vais laisser ma collègue en parler. Alors ce qu'on va s'appliquer à mettre en place au quotidien avec les parents, avec les familles un peu plus élargies qu'on va être amené à rencontrer, c'est surtout d'essayer de créer des relations qui fassent qu'on ait des places équivalentes. Voilà. Qu'on soit ensemble dans l'accompagnement des enfants et non pas dans des positions hiérarchisées. On a le souci d'être en lien maximum avec les parents au quotidien, d'échanger sur les différents versants de la prise en charge de leurs enfants. Donc ça peut être par exemple sur le versant de la santé, on prévient toujours les parents quand les enfants sont malades. On voit avec eux comment on s'organise pour les accompagnements médicaux, on fait avec ou on fait sans, ou ils font sans nous aussi. On part du principe que la majorité des parents sont en capacité d'accompagner leurs enfants et de nous relayer derrière ce qui a pu être dit par le médecin. Au niveau de la scolarité, on fait beaucoup de liens sur ce qui se passe au quotidien, sur les devoirs qu'il y a à faire. On rencontre les professeurs de différents établissements ensemble. On réfléchit et on collabore ensemble sur la question de l'orientation des enfants. Il s'agit de pouvoir accompagner les parents à pouvoir s'occuper eux-mêmes aussi des devoirs et non pas à venir en permanence en suppléance. Sur ce qui est vraiment du quotidien, on fait du lien téléphonique très régulièrement avec les parents, où on discute aussi énormément au moment des sorties sur tous les espaces informels. On parle des choses banales, mais on parle surtout de ce qui va. Voilà, on essaie de valoriser ce qui se passe pour l'enfant, mais aussi ce que les parents essaient de mettre en place. Voilà. Même si ça ne marche pas toujours, c'est les tentatives, la présence, l'implication. On essaie aussi beaucoup de questionner ce qu'ils souhaitent pour leurs enfants. Ça peut être les coupes de cheveux qu'ils ont envie que leurs enfants aient, ou convier les parents sur des vêtures, des choses comme ça, pour qu'ils soient présents dans ce qui construit aussi la personnalité de l'enfant. Après, on a une institution qui prône de plus en plus l'ouverture aussi aux parents. Donc on met en place de nombreuses fêtes sur l'année où les parents sont invités. L'idée c'est que le lieu d'accueil avec les différents endroits et les intervenants ne soit plus impersonnel en fait, qu'il y ait vraiment des relations qui puissent se créer et que quand un parent parle de mon collègue éducateur, ils ne me disent pas j'ai parlé avec votre collègue mais j'ai parlé avec Philippe ou j'ai parlé avec Jean-Pierre. Voilà. L'idée c'est qu'ils repèrent vraiment les personnes, qu'ils puissent aussi voir en chacun de nous ce qu'on apporte à son enfant, ou trouver des personnes avec qui ils se sentent en confiance pour pouvoir échanger. On essaie de faire exister les parents au quotidien dans notre discours, déjà en rappelant aux enfants régulièrement que c'est pas nous qui sommes décisionnaires, que c'est pas nous qui avons l'autorité parentale, que c'est leurs parents. Il n'y a que eux qui peuvent signer les papiers, pas nous. Et on rappelle aussi souvent les règles qu'induisent les parents, voilà, celles qui sont les leurs et qu'on se doit de défendre un minimum en accord avec les règles institutionnelles, mais voilà les exigences qui sont celles de leurs parents. On essaie surtout de ne pas squeezer aussi les familles qui sont absentes. On a beaucoup d'enfants qui ne voient pas leurs parents et pour qui il faut quand même faire exister ces parents. Ce qui est important, c'est qu'on ne devienne pas des substituts parentaux, mais qu'on reste bien en suppléance. Après, notre travail quand même aussi beaucoup, c'est de s'utiliser auprès des parents. Déjà pour faire du lien avec les services de l'aide sociale à l'enfance, quand c'est compliqué, puisqu'ils ont quelque chose d'un côté beaucoup plus formel. Et d'aller à leur rencontre, notamment des parents qui sont un peu fuyants. Donc on peut, moi j'ai des exemples en tête, retrouver des parents qui sont enfermés dans leur voiture sur le trottoir, qui ne veulent pas passer le portail de la MEX, c'est la première fois se faire coucou à travers la vitre, la deuxième fois demander à baisser la vitre, échanger 2-3 mots, la troisième fois proposer de rentrer dans la voiture. À la quatrième, on a une discussion d'une demi-heure et la fois d'après, ils passent le portail. Après, j'ai en tête aussi l'idée qu'on peut être en lien avec les parents sur des choses de type courrier. Voilà, ça nous est arrivé d'avoir des parents totalement absents et de pouvoir leur écrire sur un courrier les difficultés qu'on rencontre. On écrit avec l'enfant, lui il écrit les désirs qu'il a de voir son parent et nous on écrit les difficultés qu'on a à faire sans eux. Et ça fonctionne assez bien. Voilà, on peut faire le tour de ce qu'on fait au quotidien.
Donc en fait, ce travail-là qu'il mène, c'est la première porte d'entrée, c'est le travail primordial qui permet de faire les deux autres axes de travail. Parce qu'effectivement, ça dégage le parent d'un espèce de sentiment de rivalité qu'il peut avoir. Ça l'en dégage jamais totalement, mais en tout cas, ça permet de faire baisser les niveaux de défense. Donc sur les deuxièmes plans, effectivement, on a les points projets, donc chef de service, éducateur. On les fait le plus possible en présence du référent ASE. C'est très rare qu'il n'y ait pas le référent ASE. On joue un jeu avec l'ASE dans ce moment-là. On présente à l'ASE le travail qu'on mène sur la MEX, on présente les difficultés, les choses sur lesquelles on n'y arrive pas. C'est un travail qui a été mis en place au long cours, c'est-à-dire qu'au départ, c'est vrai que les référents n'étant pas habitués, ils n'étaient pas forcément à l'aise dans cette danse-là non plus. Mais comme ils sont à une place différente, ils sont parfois les substrats, vécus comme les substrats du juge. On essaie de jouer la place de... On est soumis, la famille et nous sommes soumis à ce que vous attendez de nous. Donc on vient vous rendre compte finalement du travail qu'on mène ensemble. Et quand les référents ASE jouent le jeu de ça, déjà ça fait baisser les niveaux de défense de la famille vis-à-vis du référent. Et ensuite, ça permet à la famille d'adhérer encore plus au travail qu'on fait ensemble. Ça demande un petit peu de technicité parfois, donc c'est pour ça qu'on est en formation continue aussi avec l'IAC, Sergesco. On a été en formation dernièrement aussi avec Guiardi. Des outils techniques que vous apprendriez en formation, que vous avez déjà appris en formation, comme la partialité multidirectionnelle, qui permettent effectivement d'apporter autant d'attention à tous les membres de la famille qui sont présents en face de vous à ce moment-là, y compris aux personnes de l'ASE qui sont présentes en face de nous à ce moment-là. Et ces points-là, on les fait en général, c'est une fois par trimestre. Et en parallèle, on a ce qu'on appelle donc chez nous les entretiens familiaux à visée de changement. Alors c'est là qu'on va traiter les problématiques de conflit de loyauté, les relations parents-enfants conflictuelles, et puis comme le dit le terme, la question du changement, des familles qui ont des changements à effectuer. Merci Guy. Donc en général, le premier entretien, on reprend l'ordonnance de placement. On étudie avec la famille les choses avec lesquelles ils sont d'accord, pas d'accord. Ils ont le droit de pas être d'accord avec ce que le juge a noté dans l'ordonnance, ok, puis on peut en discuter ensemble. Et puis l'idée, c'est de réfléchir ensemble à comment on peut faire que pour la prochaine fois que vous alliez devant le juge, vous puissiez lui présenter que là, effectivement, là il s'est trompé, là vous faites ça, vous êtes présent pour votre enfant et ça fonctionne assez bien. Ça vient en général poser des choses chez l'enfant, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure pour la petite fille, mais c'est valable pour tous les enfants de la MEX. Ils voient qu'on n'est pas en rivalité avec les parents. Et puis au niveau de la question du conflit de loyauté, alors c'est Bozor Meninagi qui a parlé de ça en premier, qui parlait du conflit intrapsychique présent chez l'enfant quand il est dans une incapacité à faire un choix entre deux figures d'attachement possibles et deux figures de bientraitance possibles. Si on l'applique à la MEX, effectivement, c'est la difficulté pour l'enfant à se poser sur le lieu de placement, soit en clivant sa loyauté, soit en la rendant invisible, comme il pouvait l'exprimer. Alors en la clivant, c'est-à-dire que quand il est à la MEX, la famille n'existe pas, et quand il est en famille, la MEX n'existe pas. Il n'en parle pas, mais lui, en même temps, il est aux prises avec qu'est-ce qui se passe en famille et qu'est-ce qui se passe à la maison, qu'est-ce qui est différent dans les deux espaces. Soit effectivement une loyauté invisible à la famille, c'est-à-dire que sur le lieu de placement, il va exprimer des difficultés, des comportements ou une exacerbation des troubles du comportement. Et donc effectivement, le fait de pouvoir évoquer les motifs du placement et de pouvoir travailler en alliance avec la famille, ça fait baisser ces troubles-là chez l'enfant. Chez les petits qui vont présenter des attachements insécures, lorsqu'on est sur de l'attachement insécure, anxieux ou ambivalent, c'est des enfants qui vont être souvent collés à l'adulte, qui vont rechercher en permanence l'attention. Chez des enfants qui sont plutôt sur des personnalités évitantes, effectivement, c'est des enfants qui vont plutôt attaquer l'adulte, attaquer le lieu de placement. On retrouve les mêmes profils chez les adolescents, qui vont venir effectivement présenter des comportements de fugue, des comportements de mise en danger, aller se présenter au domicile du parent. On est souvent dans la possibilité, quand on va à rencontrer les référents ASE, de réfléchir à une situation efficiente pour l'enfant, à savoir qu'est-ce qui est le mieux pour lui. Il est en danger dans sa famille, mais effectivement, quand il est dans la MEX, il est aussi en danger, parce que il fugue et il va rencontrer les copains du quartier le soir à 23h pour fumer ou pour consommer. Et effectivement, c'est dans les situations où on ne peut pas travailler avec les familles, où on est dans la capacité de les rencontrer, qu'on a des enfants qui sont le plus en souffrance et qui sont dans le plus de passage à l'acte. Alors on n'a pas de chiffres à présenter parce qu'effectivement, on aimerait pouvoir en faire un objet de recherche, parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et pour l'instant on n'a pas la possibilité de le faire.
Donc le postulat sur la MEX, c'est la présence de l'éducateur référent, qui sont, ce que je disais tout à l'heure, garants du travail effectué dans le quotidien, fil rouge entre l'avant et l'après-entretien, pour permettre à l'enfant de discuter avant l'entretien et de préparer l'entretien avec l'enfant, parce que l'enfant a des fois des choses à dire qu'il ne peut pas exprimer en présence de son parent. C'est pouvoir reprendre avec l'enfant des choses qu'il n'a peut-être pas comprises de ce qui se sont jouées, pouvoir à un moment donné l'aider aussi à parler de ce qu'il a ressenti pendant l'entretien. Et puis stratégiquement, c'est mettre le parent en position de non-rivalité et en position d'expert par rapport à son enfant, c'est-à-dire que c'est pas rare qu'on ait un parent qui vienne nous expliquer comment faire, pour quelle astuce on peut utiliser avec son enfant dans les devoirs, dans le coucher, par rapport au doudou, à l'utilisation du doudou, et on sent que ça les nourrit énormément ces parents quand on peut leur permettre d'être à cette place-là. Je regarde l'heure, il nous reste 5 minutes. Après, là, on est dans le cadre de la recherche d'adhésion, d'alliance ou de conflit de loyauté avec les parents, mais on a aussi la question des conflits relationnels. Quand les enfants sont en conflit avec leurs parents et qu'on peut utiliser ces espaces pour travailler sur la question du conflit, c'est parfois très compliqué à gérer parce qu'on a l'un des membres de la famille, souvent l'enfant, qui vient chercher la coalition avec nous contre le parent, ou parfois le parent qui vient chercher avec nous la coalition contre l'enfant. Vous voyez, il fait ça, il me fait ça, c'est compliqué. Et puis on a des parents qui sont tellement attaqués dans leur parentalité que de pouvoir pointer toutes les difficultés de leur enfant, ça leur paraît la seule possibilité finalement pour se sentir en position de parent et nous montrer qu'ils sont parents et qu'ils sont des bons parents. Ils pensent que ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils nous montrent et qu'ils nous disent combien leur enfant fait des bêtises et combien eux, ils vont essayer de faire tenir les choses à leur enfant. Donc les entretiens familiaux visés de changement, ils ont aussi pour fonction de pouvoir discuter avec eux sur les postures que nous on pose avec l'enfant, leur demander ce qu'ils en pensent, leur demander si ça leur semble cohérent ou pas, leur demander comment eux ils font, leur demander s'ils souhaiteraient qu'on fasse comme eux. Et puis c'est pas rare effectivement qu'on ait des parents qui aient trouvé comme seule solution, comme posture face aux enfants, la maltraitance comme étant une position ou une réponse éducative face à l'enfant. Et donc quand on vient les valoriser en leur disant que leur posture est une jolie tentative d'être parent, ils sont beaucoup plus en capacité d'entendre et d'essayer de trouver eux-mêmes d'autres solutions pour répondre au comportement de leurs enfants. Moi j'ai en tête cette maman qui disait ma fille elle mange ses gommes, donc on avait une gamine très anxieuse, très maltraitée au domicile des parents. Du coup, effectivement, elle avait des comportements très anxieux à l'école, elle mangeait ses crayons, ses gommes, elle était tout le temps dans des comportements d'être maltraitée par les autres enfants, ce qui inquiétait beaucoup la maman. Donc la mère à la maison, quand elle constatait qu'il y avait des vêtements déchirés, des gommes mangées, elle punissait sa fille, elle la mettait au coin, puis si la fille tremblait, elle lui mettait des verres d'eau dans les mains pour la pousser à ne plus trembler. Et effectivement, quand elle vous présente ça, la maman, elle vous dit voilà, moi on me juge comme une mauvaise maman pour essayer de faire ça, mais vous voyez, je n'arrive pas à la faire aller mieux, et vous-même vous n'y arrivez pas, puisqu'elle continue à manger ses gommes et à faire des trous dans ses vêtements. Donc effectivement, là où on a essayé de valoriser la compétence parentale, c'est la compétence inquiétude. Vous vous inquiétez pour votre fille. Vous avez à cœur que votre fille puisse être adaptée à l'école, qu'elle puisse avoir des comportements qui ne la mettent pas en tant que mauvais objet de ses pairs. Est-ce que vous avez compris qu'effectivement l'anxiété c'était quelque chose qui faisait partie intrinsèque d'elle-même? On ne sait pas d'où ça vient. La mère veut absolument un diagnostic, à part lui dire que la gamine souffre d'un syndrome polytraumatique comme présenté par Monsieur Gaillard. On ne peut pas lui en exposer d'autres éléments. Donc elle dit bon ok d'accord, vous n'avez pas de diagnostic, mais concrètement comment on fait avec elle? Et du coup quand elle dit comment on fait, elle vient se mettre en position de partenaire du travail qu'on va mener ensemble. Et c'est par des petites étapes comme ça que la mère dit bah oui forcément si je lui mets des verres d'eau dans les mains alors qu'elle est déjà en train de stresser, forcément qu'elle peut pas tenir avec les verres d'eau dans les mains. Donc effectivement peut-être que je vais essayer de faire autrement. Et elle nous expose les manières dont elle pourrait faire différemment. Alors ça peut paraître hallucinant comme ça de se dire bon on n'est pas là pour pointer les défaillances parentales, mais malgré tout en général plus on les pointe et plus ils sont sur la défensive et moins ça fonctionne. Et sur cette situation-là, on est en train d'aujourd'hui de partir vers un retour à domicile, parce qu'on a une maman qui est en train de nous attaquer sur la question des poux, sur la question des vêtements, parce que la vêture ne convient pas. Sa vêture à elle ne nous convient pas visiblement, parce qu'il paraîtrait qu'on lui renvoie les vêtements. Alors ça, c'est à voir avec l'éducateur référent. Et du coup, dans le prochain entretien familial, on va pouvoir valoriser la compétence maternelle qui est
vous avez à cœur de prendre soin de votre fille. Les relations se sont énormément détendues à domicile, donc comment vous allez pouvoir faire pour qu'à un moment donné, vous débarrassez de nous, parce que visiblement on ne prend pas bien soin de votre fille. Donc c'est assez nourrissant, et surtout quand la maman vous dit au téléphone pendant 30 minutes, franchement je sais pas ce que vous avez fait avec ma fille, mais quand je vois comment elle est détendue à la maison maintenant, c'est miraculeux quoi. Voilà, alors que c'est le travail qu'on a mené ensemble qui a fait ça, et qu'on est parti au départ sur une posture hyper défensive et hyper agressive du côté de la maman. Voilà. Donc aujourd'hui, on est au travail sur la question du trop, c'est-à-dire qu'en gros, on a l'impression d'être trop dans l'alliance avec certaines familles parfois. Alors on se pose la question de qu'est-ce qui est du trop d'immersion, trop d'empathie, trop d'alliance, et à la fois on se rend compte que plus on est en alliance, et plus on peut travailler avec la famille. Donc on est sur la question de est-ce qu'on peut faire des pas de côté de temps en temps, parce qu'il y a certains parents pour qui ça fonctionne très bien comme ça, et qui nous disent vous faites ça, nous on fait ça, et puis on leur dit mais en gros vous voulez récupérer votre enfant, vous voulez pas le récupérer, qu'est-ce que vous voulez faire? On en est même à se dire on va leur faire visiter les groupes des grands qui prennent peut-être un peu peur de certaines agitations de certains enfants sur le groupe des grands, pour les mettre un peu plus au travail sur certaines choses. Voilà. Donc voilà à peu près ce qu'on peut vous proposer du travail que nous on mène, et on va pouvoir vous laisser aux questions. On a gardé le timing, il reste un quart d'heure.